Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama. Aujourd'hui, c'est le jour où on peut vous révéler enfin les performances des nouveaux Core Ultra 200 de chez Intel pour PC fixe. Et il y a beaucoup à dire. Ces processeurs étaient très attendus vu que depuis la sortie basiquement des Ryzen 7000, Intel est clairement en retard par rapport à AMD, surtout au niveau efficacité énergétique pour les performances. Et dans le marketing d'Intel, quand ils ont annoncé ces nouveaux Core Ultra 200, ils ont promis justement pas mal de choses au niveau de la consommation réduite, de la chauffe réduite, tout en gardant, selon eux, à peu près le même niveau de performance dans les jeux vidéo, tout en aussi augmentant par contre les performances dans les tâches professionnelles. Alors moi, mon test va se concentrer surtout sur le gaming. J'ai fait quand même quelques tests pour voir les performances dans certains programmes professionnels et j'ai aussi un petit peu regardé la consommation, mais je me concentre vraiment ici pour le gaming parce que la plupart des gens qui regardent ma vidéo sont intéressés par ça, donc forcément c'est sur ça que je focus. Et puis c'est surtout ma spécialité. Je vous invite vraiment à regarder plusieurs tests sur ces processeurs-là, que ce soit des autres confrères francophones, par exemple Cocotland qui fait toujours des très bons tests, Comptoir du Hardware, vous avez énormément de choix au niveau des personnes qui ont certainement fait des tests de ces nouveaux processeurs, donc n'hésitez pas à regarder un maximum de personnes pour voir justement ce que ça donne, parce que on teste chacun un petit peu différemment, on teste différents jeux, donc ça vous donnera une meilleure image de ces processeurs-là. Alors pour le moment, nous avons 5 modèles qui vont sortir avec ces nouveaux Core Ultra. Nous avons le Ultra 9 285K qui va être vraiment le flagship vers 600 euros. On n'a que le prix en dollars pour le moment, donc c'est 589 dollars. Donc ça devrait être aux alentours de 600 euros. Et il a une configuration assez similaire aux anciens Core i9, notamment le 14900K avec 8 cœurs de performance, 16 cœurs d'efficacité énergétique. Sauf qu'avec les Core Ultra 200, nouveauté, Intel arrête de faire l'hyperthreading. Donc l'hyperthreading était seulement activé sur les cœurs haute performance et permettait de basiquement faire deux tâches à la fois sur un seul cœur. Mais le truc c'est que dans certains jeux ça peut casser un petit peu les performances et puis c'est pas forcément très utile quand vous avez des cœurs haute efficacité énergétique à côté qui sert un petit peu d'hyperthreading en fait. Donc moi, ça me semble tout à fait logique de l'avoir désactivé, surtout si derrière, ça offre un petit peu plus de performance dans certains jeux et ça permet aussi peut-être de diminuer la consommation et de rendre ces processeurs plus efficaces. On a aussi deux Core Ultra 7 260K et 260KF. La seule différence, c'est qu'évidemment, la version KF n'a pas de partie graphique intégrée, mais la configuration au cœur est similaire aux anciennes générations, donc 8 cœurs de performance, 12 haute efficacité énergétique, sans hypertraining encore une fois. Et puis nous aurons un Core Ultra 5 245K voilà, et 245KF. Et là encore une fois, même configuration sans hyperthreading. Et vous avez une version encore une fois sans partie graphique. Et là, le plus intéressant, c'est le prix justement de ce 245KF, parce qu'il sera à 294 dollars et peut-être même encore moins. Donc, il pourrait être vraiment abordable et c'est en particulier un qui m'intéresse à voir ce que ça donne. Alors, on pourrait parler architecture et tout ce qui est nouveau sur ces nouveaux Core Ultra, mais ce qui nous intéresse le plus, c'est les performances. Qu'est-ce que ça donne pour le prix qu'on va payer? Et du coup, je vous propose de directement aller voir les performances en jeu vidéo. J'avais du coup 3 configurations de tests différentes pour faire mes tests. Bien évidemment, une pour chaque processeur que j'ai testé. Donc, j'ai testé le Core Ultra 9 285K et je tiens d'ailleurs à remercier Asus qui a fourni la plupart des choses que j'avais besoin pour faire mes tests. Ce n'est pas sponsorisé, je tiens à le préciser, et personne n'a eu de regard sur la vidéo, que ce soit Intel ou AMD. Mais sans l'aide d'Asus, franchement, je n'aurais pas pu faire ce test. Ils ont fourni la carte mère qui est une Z890 Hero. Ils ont aussi fourni tout un kit où il y avait justement de la RAM. Et c'est d'ailleurs les nouvelles RAM QDIM qui ont pour information une puce sur la RAM qui permet de elle-même gérer ses propres timings, donc ça permet d'atteindre des taux de transfert beaucoup plus importants. Donc le kit de RAM notamment qui était fourni dans ce kit de test était jusqu'à 8400 méga transferts. Et surtout le plus important, ils m'ont fourni le processeur, comme ça je peux faire mes tests. Donc comme j'ai dit, c'était un Core Ultra 9 285K, donc c'est le plus haut de gamme normalement de cette nouvelle gamme Intel. Pour comparer à la 14e génération, j'avais aussi un Core i7 14700K. C'est pas exactement un 14900K malheureusement, parce que ce processeur-là, je l'ai acheté par moi-même pour ma table de test justement. Et honnêtement, je voyais pas trop l'intérêt de passer au Core i9. Il est un petit peu plus performant, mais dans mes tests, n'était pas vraiment important. Donc tenez-en compte, c'est pas vraiment la meilleure comparaison. Le Core i9 14900K est censé être un peu plus performant et il y a aussi le KS qui existe, même si pas beaucoup de gens l'ont acheté. Bref, et du côté d'AMD, j'ai tout simplement le meilleur processeur gaming à l'heure actuelle. Ça va évidemment changer avec les nouveaux Ryzen 9000 X3D qui arrivent très bientôt. Même il y en a un qui arrive le 7 novembre, ce qui va
certainement encore plus compliquer les choses pour Intel, on va voir ça après. Je l'ai mis sur une carte mère de chez Asus qui est la X870 e-gaming, donc c'est une carte mère minitique, ça fait un peu bizarre d'ailleurs. Quand vous mettez une 4090 dessus, vous avez l'impression que c'est la carte mère qui est installée sur la carte graphique. Et en plus, comme j'ai utilisé le gros refroidissement de chez Asus, qui est le ROG Ryujin 3, on dirait qu'en fait, la carte mère est installée sur le refroidissement et sur la carte graphique à la fois. Enfin bref, dans tous les cas, c'est une très bonne carte mère et le 7800X3D est parfaitement capable d'atteindre ses plus hautes fréquences avec cette carte mère, donc c'est tout à fait valide pour les tests. Et au niveau de la RAM d'ailleurs, j'ai aussi utilisé, que ce soit pour la 14e génération, j'ai utilisé un kit de chez G-Skill qui monte jusqu'à 6400 mégatransferts, mais avec des timings très serrés, donc c'est un des meilleurs kits que vous pouvez acheter pour cette plateforme. Et pour la plateforme AMD, j'ai même utilisé leur nouveau kit qui est leur Ryzen Z5 Royal Neo, qui sont compatibles AMD Expo et qui peuvent aller jusqu'à 6000 mégatransferts, mais surtout qui ont des timings extrêmement serrés en CL28. Donc c'est l'un des meilleurs kits que vous pouvez acheter pour cette plateforme-là en tout cas. Donc là, on a vraiment normalement les meilleurs kits pour chaque plateforme parce que je suppose que le kit qui est fourni avec le Core Ultra 9 est le meilleur à l'heure actuelle, vu qu'il est à quand même 8400 mégatransferts et utilise justement ce nouveau format QDIM. Et pour faire les tests, j'ai utilisé des paramètres un peu particuliers qui permettent de vraiment voir les différences entre les différents processeurs parce que on va tester en 1080p tous les jeux ici avec le niveau de détail mis en moyen et si possible, on va même utiliser le mode DLSS en mode équilibré. Et ce que ça fait, tout ça, c'est que souvent, quand vous utilisez DLSS, il y a des gens qui ne le savent pas, mais si vous jouez en 1080p et que vous utilisez DLSS ou même FSR, eh bien, le jeu va se faire évidemment un rendu inférieur, à une résolution inférieure. Et des fois, si vous mettez même en mode performance, ce sera rendu en 720p. Donc, en 720p, votre carte graphique, elle s'ennuie un petit peu. C'est votre processeur qui doit rattraper derrière. Et donc, ça rajoute de la charge sur le processeur. Et c'est ce qu'on veut ici. On veut un maximum de charge sur le processeur. On veut que quand le jeu tourne, il limite la carte graphique. Comme ça, on peut voir quel est le meilleur processeur. Ce n'est pas réaliste. Dites-vous que si vous jouez en 1440p en 4K avec une carte graphique milieu de gamme ou même haut de gamme, c'est votre carte graphique qui va vous limiter. Et tous ces processeurs-là, il y aura une différence de à peine quelques pourcents grand maximum. Mais la raison pour laquelle on fait ces tests, c'est parce que dans 5-6 ans, si vous avez toujours ce processeur, ce qui est fort probable, si vous avez racheté une nouvelle carte graphique, ce sera peut-être, je sais pas moi, une 7070 à l'époque ou une 7080, une RTX 7080, mais il y a de fortes chances que cette 7080, dans le futur, soit beaucoup plus puissante qu'une 4090 d'aujourd'hui. Et donc, si vous êtes limité par le CPU, vous n'allez pas pouvoir exploiter pleinement cette carte graphique. Donc c'est pour ça qu'on fait un test pas forcément le plus réaliste possible, mais pour voir vraiment les différences entre les CPU. Mais tenez compte que, encore une fois, vous serez bien souvent limité par votre carte graphique et il y aura beaucoup moins de différence quand vous jouez en 1440p ou 4K. Bref, maintenant que j'ai fait ce disclaimer qui est selon moi très important, voici les chiffres de performance des différents processeurs. Ce nouveau Core Ultra 9 285K est... il a un peu du mal en fait. Déjà, il a du mal avec le 14700K qui, dans pas mal de jeux, reste plus performant. Mais il a évidemment énormément de mal face au 7800X3D qui, lui, a encore des meilleures performances que ça. Et c'est dans tous les jeux que j'ai testés. Donc, j'ai pu tester d'ailleurs Black Myth Wukong. J'ai testé City Skyline 2 où là, par contre, le processeur AMD avait énormément de mal. Mais un truc assez intéressant avec City Skyline 2, c'est que vous pouvez voir que j'ai enregistré le FPS moyen, mais on a aussi une barre, elle est le 1%. Donc c'est 1% des pires FPS. Donc c'est ça qui crée des lag spikes. Quand vous jouez, que vous croyez que le jeu est fluide, mais que vous sentez des ralentissements par moment, c'est ces 1%. Et donc ça permet de mieux voir l'expérience de jeu. Et on peut voir que notamment City Skyline est un jeu avec une très mauvaise expérience parce que le FPS moyen est très haut, mais les 1% sont très bas. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que le 7800X3D, en fait, en 1%, est pas si loin des autres, mais son FPS moyen est plus bas. Et en réalité, je peux vous dire l'expérience de jeu était à peu près la même, c'est-à-dire mauvaise sur les trois plateformes parce que le jeu est juste mal optimisé. Dans Cyberpunk, on peut voir aussi que le cache X3D profite énormément au 7800 X3D. C'est quelque chose qui a déjà été confirmé plusieurs fois. C'est un jeu qui en profite vraiment beaucoup et là on voit une énorme différence. F1 2024, là aussi on voit le 7800 X3D être en avant par rapport aux deux autres. On voit toutefois que le Core Ultra 9 285K dépasse le 14700K ici. Et puis on a Forza Horizon 5 où encore une fois le 7800 X3D reste devant.
On a après Horizon Zero Dawn, où là encore une fois, c'est une victoire pour le 7800X 3D. C'est pas pour rien qu'il est qualifié comme meilleur CPU pour les jeux vidéo à l'heure actuelle. Et du coup, si on combine ça en un seul graphique de performance relative, on peut voir que le 7800X 3D est environ 7,3% plus rapide que ce Core Ultra 9 285K et que le 14700K, dans mes tests en tout cas, est 3% plus rapide que le Core Ultra 9 285K. Mais il y a un truc par contre très intéressant et c'est pour ça que je voulais maintenant enregistrer aussi les 1%. Comme j'ai dit avant, les pires 1% de FPS, c'est souvent ce qui va définir votre expérience de jeu. Quand vous avez des lag spikes derrière, des fois, même si vous avez beaucoup de FPS, ça peut vous donner l'impression que le jeu ne tourne pas correctement. Et là, j'ai fait justement un graphe de performance relative avec les 1%. Et vous pouvez voir qu'en réalité, le 7800X 3D reste toujours devant le 14700K, mais pas de grand-chose. Donc, il est capable de donner un FPS plus important, mais l'expérience de jeu, les 1%, est juste légèrement meilleure par rapport au 14700K. Ce qui montre que le FPS n'est pas toujours le plus stable possible avec le 7800X 3D et des fois on a un petit peu plus de lag spike. C'est peut-être dû notamment au fait qu'il a moins de cœur que les autres processeurs et que certains jeux ont besoin de plus que 8 cœurs. On voit aussi que le Core Ultra 9 285K a encore une plus grosse différence avec le 14700K parce que le 14700K maintenant est jusqu'à 5,6% plus performant que le Core Ultra 9. Donc peut-être c'est dû au fait que c'est une nouvelle plateforme, c'est pas encore tout à fait 100% stable. Maintenant dans ces slides, Intel ont surtout montré le fait qu'ils avaient amélioré l'efficacité énergétique de ces processeurs dans les jeux vidéo ainsi que leur refroidissement. Donc j'ai fait un petit test très rapide sur ce Cyberpunk 2077 pour voir justement si c'était le cas. Et là il y a des choses vraiment intéressantes. On voit notamment que le 14700K, lui, consomme énormément. Il consomme jusqu'à 200, voire même 220 watts pour faire tourner le jeu. Le Core Ultra 9 285K, lui, par contre, était beaucoup plus bas, parce qu'il était plus aux environs de 120 watts dans ce jeu vidéo. Donc là, il y a une différence de 80, voire même 100 watts par moment, ce qui est vraiment énorme. Alors oui, les performances étaient un petit peu plus bas sur le Core Ultra 9, mais il est clairement beaucoup plus efficace que le Core i7 14700K. Et ça, c'est plutôt intéressant. Bon, par contre, malheureusement pour Intel ici, j'ai aussi testé le 7800X 3D et là, il est encore plus efficace. Le 7800X 3D, lui, était genre à 60 watts la plupart du temps, voire 70 watts. Donc, il consommait tellement peu que vous pourriez le mettre dans un ordinateur portable gaming sans rien changer et il tournerait sans aucun problème parce que vous avez des processeurs mobiles qui consomment largement plus que ça. Donc c'est juste pour illustrer à quel point il est efficace au niveau énergétique ce processeur. Et c'est dû aussi au fait qu'il booste moins haut au niveau fréquence et ça va se voir surtout dans les benches, on va dire productivité. J'en ai fait quelques-uns quand même. J'ai notamment testé Blender où là il y avait des chiffres très intéressants. J'ai donc utilisé le benchmark qui est donné par Blender. Ça fait 3 tests différents qui vous donnent chacun un nombre de samples à la seconde. Donc plus le nombre de samples à la seconde est haut, mieux c'est. J'ai combiné du coup ces 3 tests en un pour vous donner un seul score. Et vous pouvez voir que le Core Ultra 9 285K est extrêmement performant. Il bat sans aucun problème le 14700K, ce qui est logique vu qu'il a un peu plus de cœur, haute efficacité énergétique notamment, mais il n'a pas l'hyperthreading, donc ça il faut en tenir compte. Sans hyperthreading, il arrive quand même à faire beaucoup mieux. Donc là, le fait que Intel a dit qu'ils avaient amélioré les performances en productivité est réellement le cas. Il y a un énorme gain. Et le 7800X 3D, évidemment, lui est clairement en retrait avec seulement 8 cœurs 16 threads, mais ça c'est pas très étonnant non plus vu que c'est un processeur qui aussi coûte beaucoup moins cher que les deux autres. J'ai aussi fait un Cinebench R23 et vous pouvez voir qu'encore une fois le Core Ultra 9 ici est extrêmement performant. J'ai eu un score de plus de 43 000, donc plus le score est haut, mieux c'est, hein, je tiens à le préciser. Pour information, un 14 900K dans Cinebench R23 ferait un score de à peu près 40 000, donc il y a clairement un gain même par rapport à la 14e génération. Et le 7800X 3D, lui, est clairement en retrait. Mais le truc, c'est qu'il est considéré comme le meilleur CPU pour le jeu vidéo, pas forcément pour produire des vidéos ou autre chose. Et enfin, j'ai fait un Cinebench R23 single, donc ça utilise un seul thread, donc un seul cœur du CPU. Et on peut voir ici que le Core Ultra 9 285K est aussi plus performant que la 14e génération sans aucun souci, ainsi que le 7800X 3D, avec un score single core de 2425, ce qui est
assez élevé. Un point important que je voulais faire avant de passer à la conclusion, c'est le fait que pour toutes les plateformes de test que j'ai testées ici, j'ai mis les paramètres par défaut du BIOS. J'ai juste changé la vitesse de la RAM, donc j'ai activé Expo sur AMD, j'ai activé XMP pour Intel, mais rien d'autre n'a été changé. Et ça, c'est très important parce que notamment avec la 14e génération, il y a des mises à jour de BIOS qui sont sorties pour fixer les problèmes de stabilité. Et du coup, maintenant, il tourne avec le profil par défaut Intel au lieu d'un profil qui bien souvent booste les performances encore plus. Donc là, notamment le Core i7 14700K, si je me souviens bien, est limité à 250 watts. Pour ce Core i9 285K, c'est la même chose. J'ai utilisé les paramètres par défaut de Intel recommandés. Je ne me suis pas amusé à mettre le mode extrême ou autre chose qui certainement boosterait encore plus ses performances, mais que la plupart des gens n'auront pas d'activer par défaut sur leur PC. Et pour la plateforme AMD, c'est évidemment aussi le cas. J'ai utilisé les paramètres par défaut fournis sur la carte mère. Donc ça, je tenais à le préciser parce que c'est assez important. En conclusion, ces nouveaux Core Ultra 200 ne révolutionnent clairement pas les performances dans les jeux vidéo pour Intel. Même pour moi, dans mes cas, il y avait une petite régression. Après, ça va énormément varier d'un reviewer à l'autre. Peut-être que quelqu'un aura 1% de gain, une autre personne aura 2% en moins de performance. Donc, n'hésitez pas à regarder, comme j'ai dit, d'autres reviewers pour voir un petit peu les différences. Mais une chose est sûre, il n'y a pas vraiment de révolution. Si vous avez un Core Intel de 14e génération ou de 13e génération ou même de 12e génération, honnêtement, ça ne vaut pas la peine d'upgrade si vous jouez juste aux jeux vidéo. Franchement, vous avez déjà un très bon processeur. Par contre, au niveau productivité, Intel a clairement augmenté les performances ici. Et là, ça pourrait peut-être valoir la peine si vous êtes à la recherche d'un nouveau processeur ou si vous voulez faire un nouveau PC. Alors, je vous invite à vraiment regarder des tests pour le programme que vous utilisez en particulier parce que ça peut énormément varier d'un programme à l'autre. Donc, si vous utilisez la suite Adobe, regardez peut-être des benchmarks qui concernent vraiment cette suite Adobe. Mais en général, Intel a toujours des meilleures performances dans les programmes professionnels. En général, ça dépend lesquels évidemment, parce que juste les développeurs de ces programmes professionnels ont plus optimisé pour Intel pendant de nombreuses années. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui pourrait être intéressant pour vous. Et au niveau de l'efficacité énergétique, moi j'ai pu voir une amélioration. Après, je tiens à préciser quand même que quand vous lancez Cinebench sur tous les cœurs, forcément ça semble logique. Là, le processeur va consommer plus de 200 watts sans aucun problème, 250 watts même pour ce Core Ultra 9 285K. Donc voilà, ça reste moins efficace au niveau énergétique que ce que fait AMD. C'est plus efficace par contre qu'à la 14e génération. Donc il y a un gain, mais c'est toujours pas assez pour vraiment concurrencer AMD ici. Du coup, est-ce que ça veut dire que vous devrez juste prendre un 7800X3D? Pas forcément. Vous avez les 9000X3D qui arrivent très prochainement, notamment le 7 novembre. Il y a le premier qui arrive. Donc c'est juste un peu plus d'une semaine par rapport à la sortie de cette vidéo. Donc moi, franchement, si vous recherchez un nouveau processeur pour jouer à des jeux vidéo, faire une config gaming, attendez, juste attendez de voir ce que donnent les 9000X3D. Je dirais aussi de voir ce que donne le Core i5 notamment, parce que s'il a un très bon prix, et comme il a pas mal de cœurs, ça peut être un modèle assez intéressant pour quelqu'un qui veut quand même travailler sur son PC, mais aussi avoir des bonnes performances de jeu. Pour moi, j'ai toujours assez bien aimé les Core i5, vous devez le savoir, j'en ai souvent recommandé sur ma chaîne, parce qu'ils ont juste une très bonne valeur. Donc là, ça vaut la peine vraiment de regarder au Core i5 de cette génération-ci. Il faudra voir aussi les prix de ces processeurs à la sortie en Europe. Donc, ma foi, dans le prochain Texama Show qui arrive normalement ce dimanche, on fera justement une petite analyse des prix du marché, voir ce que ça donne réellement par rapport aux performances. Et j'en profiterai aussi pour regarder les performances des autres modèles que je n'ai pas pu tester ici. Donc, ma foi, n'hésitez pas à regarder le prochain Texama Show. Et en attendant, je vais en rester là pour cette vidéo. Si vous avez bien apprécié, vous laissez un pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, vous laissez un pouce rouge. On se retrouvera pour une prochaine vidéo. Et je vous dis ciao, ciao.